Place maintenant à l'invité au cœur de l'info. Retour sur ce choc véritablement cette semaine dans le monde de l'édition ici en France. Le limogeage d'Olivier Nora de la prestigieuse maison d'édition Grasset qu'il dirigeait depuis 25 ans. Olivier Nora remercié par l'actionnaire de Grasset, le propriétaire du groupe Hachette, Vincent Bolloré. Une étape de plus vers une mainmise du milliardaire sur le monde de la culture et des idées, avec la volonté très claire d'en faire un outil au service de sa bataille idéologique, et ce à un an de la présidentielle ici en France. En signe de protestation, quelques 170 auteurs ont annoncé quitter l'éditeur dans une lettre ouverte publiée notamment dans le journal Le Monde. Parmi ces auteurs, Frédéric Becbédé, Virginie Despentes ou encore Vanessa Springora. Avant d'en parler avec notre invité ce soir, Éric Fotorino. Bonsoir, merci d'être avec nous. Tout de suite, un rappel des faits avec Jean Barrère. Des couvertures jaunes, la signature d'une maison phare de l'édition, Grasset, prise dans la tourmente. Frédéric Becbédé, Virginie Despentes, Bernard-Henri Lévy ou encore Sorge Chalandon ont décidé de claquer la porte. Dans une tribune, ils dénoncent le limogeage d'Olivier Nora à la tête de la maison depuis 26 ans. Son licenciement est une atteinte inacceptable à l'indépendance éditoriale et à la liberté de création. C'est Vincent Bolloré, propriétaire d'Hachette, dont fait partie Grasset, qui est à l'origine de ce départ. L'écrivain Laurent Binet fait partie des signataires. On ne sait pas où vont se nicher l'obsession du contrôle de Bolloré. Il y a une toile qui s'étend, il y a quelque chose qui avance et dont on pensait, nous, peut-être être préservés parce qu'on pensait naïvement que Grasset était un peu la vitrine littéraire du groupe. Le plus simple, c'est de partir. Ce matin, dans les librairies, cette annonce a suscité de l'inquiétude chez les lecteurs. La mainmise de certains sur l'édition et les médias me semble catastrophique pour la France. Je suis évidemment très heureux de la réaction rapide et déterminée à l'initiative de Bernard-Henri Lévy et de quelques autres de quitter le navire Grasset. C'est Jean-Christophe Thierry, un proche de Vincent Bolloré, qui va succéder à Olivier Nora. Cette crise chez Grasset va sans doute secouer le Salon du Livre à Paris. Et on en parle donc ce soir avec notre invité, l'écrivain et patron de presse, Éric Fotorino, à la tête notamment des médias indépendants Zadig Le Mag et Le 1, qui titrait d'ailleurs il y a quelques années déjà sur la menace Bolloré dans les médias. Merci infiniment Éric Fotorino d'être avec nous ce soir. Et vous êtes romancier aussi, je le disais, vous êtes publié quant à vous chez Gallimard et je cite notamment Des gens sensibles, votre roman sorti en 2025. Et enfin, je précise aussi, parce qu'on va en reparler sans doute ensemble dans le cadre de cet entretien, vous étiez aussi membre du comité de soutien à Boualem-Sansal, dont le départ justement de Gallimard vers Grasset a énormément fait réagir. On y reviendra donc. Tout d'abord, Olivier Nora, éditeur extrêmement respecté à la tête de Grasset durant 25 ans, admiré de tous pour son professionnalisme, son exigence aussi, son intégrité. C'était en quelque sorte le dernier rempart contre cette mainmise de Vincent Bolloré sur le monde de l'édition et des idées en général. Oui, je pense que Olivier Nora, qui, comme vous l'avez rappelé, était là depuis un peu plus de 25 ans à la tête de Grasset, c'est un vrai éditeur, un homme du livre, un homme d'ouverture, de pluralisme, que doit être un éditeur. Un éditeur, il n'est pas ni de gauche ni de droite, c'est quelqu'un qui a un regard profond sur la littérature, sur le monde des idées, sur comment les idées s'expriment. Et donc, il était en effet ce rempart depuis 3 ans, puisque vous vous rappelez que Vincent Bolloré a racheté à Hachette, au groupe Hachette d'Arnaud Lagardère en difficulté, toutes ces maisons d'édition, Fayard, Grasset et d'autres, La Thèse, Le Livre de Poche, quelques autres. Et c'est vrai que sans Olivier Nora, il y a cette hémorragie d'auteurs, puisqu'en effet, ils ne se sentent plus dans leur maison. C'est une maison dans laquelle on a éteint la lumière, d'une certaine manière. Vous venez de l'évoquer, ce qui arrive aujourd'hui chez Grasset, c'est arrivé notamment chez Fayard il y a quelques années. On pouvait donc s'y attendre. Olivier Nora lui-même peut-être s'y attendait. Oui, j'entends beaucoup depuis hier, c'est un choc, Oui, bien sûr. C'était progressif. Mais ce n'est pas une surprise. Je pense qu'Olivier Nora a fait tout ce qu'il a pu pour essayer, en effet, de maintenir une identité forte à Grasset, l'image très littéraire et l'image d'une grande maison d'édition. Il a été manifestement limogé sans même discussion. Ça a été
le fait du prince. L'actionnaire peut en effet faire ça. Mais ça veut dire que le catalogue Grasset est complètement sacrifié au nom d'une idéologie, comme je crois l'a dit d'ailleurs Antoine Gallimard dans une tribune. Et c'est là qu'il y a une sorte de hold-up, d'une certaine manière intellectuelle et morale, sur une maison qui fait partie du patrimoine intellectuel et imaginaire, puisque le roman c'est l'imaginaire, du pays, et avec son rayonnement évidemment international. Donc pour vous, c'est une véritable bataille idéologique qui est en train d'être menée par Oui. Vincent Bolloré pour imposer justement des idées, disons, ça. réactionnaires, voire d'extrême droite? Oui, c'est la suite de la bataille. Je dirais qu'il l'amène déjà depuis plusieurs années. Hein. Il a pris Canal+ en 2015. On se souvient comment il a fait taire les grévistes d'ITélé, qui sont une chaîne qui est devenue CNews après. Donc c'est une bataille qu'il poursuit, en effet, très réactionnaire, très néoconservatrice, avec la publication qui parle quand même très fort chez Fayard, d'auteurs comme Jordan Bardella, comme Éric Zemmour, comme Éric Ciotti, comme Philippe de Villiers, comme Marion Maréchal. Donc on voit quand même très bien ce qu'il en est. C'est une ligne unique sur laquelle on ne peut pas vraiment déroger. L'Empire Bolloré, vous avez commencé à l'évoquer, il est vaste, il est pluriel. Il y a donc des chaînes de télévision, des chaînes de radio, des maisons d'édition, jusqu'à ces boutiques relais rouges, alors que peut-être nos téléspectateurs ne connaissent pas étant à l'étranger, mais voilà, qu'on retrouve dans toutes les gares. Gares et aéroports, oui. Voilà, avec donc cette capacité réelle d'influencer l'opinion publique au sens large. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, chez Bolloré, ils appellent ça une verticale. C'est une verticale qui est à la fois idéologique, capitalistique et commerciale. C'est-à-dire que si vous êtes un auteur Fayard aujourd'hui, demain un auteur Grasset probablement, avec le départ d'Olivier Nora, départ forcé, il faut vraiment toujours le dire, eh bien, vous pourrez avoir un relais immédiat sur CNews, sur Europe 1, dans le JDD. C'est déjà le cas pour certains auteurs. C'est déjà le cas, on l'a vu. Jordan Bardella notamment. Exactement, donc on l'a déjà vu avec Fayard, mais je vous dis, ça, je pense que ça arrivera aussi avec Grasset. Et ensuite, vous avez raison de le préciser, les magasins relais seront, c'est le cas de le dire, un relais de transmission de cette idéologie, avec non pas des livres mis comme ça, comme les autres, non, avec des placards, avec des murs entiers, on l'a vu pour Jordan Bardella, des murs entiers de ce livre. Donc, si vous voulez, on imprime au fur et à mesure, on infuse une certaine idéologie. Après, il fait vendre, en la répétant. Ah ben bien sûr que ça vend. Bien sûr que ça vend, parce que c'est une question d'offre et de demande. Et de demande, aujourd'hui, il y a une partie des Français qui sont, sinon racistes, xénophobes ou d'extrême droite, mais en tout cas qui sont séduits par ces idées-là. Et évidemment, dans ce principe d'offre et de demande, Bolloré offre ce qui est demandé. Une telle concentration de canaux d'influence par un même homme, c'est inédit en France. Et est-ce qu'il y a des garde-fous ? Alors, à ce point, c'est inédit. Dans les années 70-80, on se souvient du groupe R100, qui a été très puissant à la fois dans la presse française nationale, avec Le Figaro notamment, mais aussi dans la presse régionale, Paris-Normandie, enfin beaucoup d'autres. Donc c'était un groupe qui, d'ailleurs, ne respectait pas la réglementation qui était d'interdire à un même patron, un même propriétaire de posséder un certain nombre de journaux à travers le pays. Donc c'est inédit à ce stade, oui, c'est dans cette intensité. Et là, moi, je crois que il y a une responsabilité très forte des organes, des régulateurs, du régulateur français, d'avoir laissé se constituer un tel groupe. Et aussi sur le fond, d'avoir laissé se diffuser, se monter, devenir puissantes des chaînes et des radios qui sont des radios de haine. C'est pas des radios d'information, c'est pas du tout des informations. C'est vraiment des groupes d'opinion, mais d'une seule opinion, pas de pluralisme. Qui ne correspondent pas toujours à la vérité, d'ailleurs. Alors ça, c'est vraiment une entreprise, j'allais dire industrielle, parce que quand vous voyez tous les relais dont ils bénéficient, c'est pas illégal, hein. Mais simplement, ça montre la puissance que peut avoir un milliardaire lorsqu'il a décidé de diffuser des idées qui sont dangereuses, des idées rances, des idées obscurantistes. Une machine, disons, d'influence qui va aussi se mettre en branle à un an de la présidentielle ? Alors évidemment, il ne faut pas perdre de vue l'enjeu. L'enjeu, c'est en effet, pour Bolloré, très clairement, de faire triompher les idées de l'extrême droite lors de la présidentielle, autrement dire, de soutenir
Jordan Bardella, si c'est lui qui est le candidat, ou Marine Le Pen, si c'est elle. On verra en juillet avec le procès. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que quand vous voyez un journal comme la semaine dernière Paris Match qui fait sa couverture sur Jordan Bardella, qui le présente comme un gendre idéal avec une princesse, on est dans un pays de rêve, vous vous dites qu'il n'y a pas une si grande différence finalement entre un patron comme Bernard Arnault et Bolloré. Simplement, Bernard Arnault, c'est beaucoup plus, plus sournois. Mais c'est quand même la même chose, au fond. Simplement, Bolloré, au moins on peut lui reconnaître ça, il n'avance pas masqué, il pousse ses pions, et c'est des pions, de guerriers, c'est comme une bataille militaire. Vous avez dit dans une interview cette semaine que selon vous, c'est carrément l'un des piliers de notre démocratie qui est menacé. Oui. Expliquez-nous, et pourquoi alors aussi peu de personnes réagissent finalement, notamment les hommes politiques. On a vu une réaction d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Oui, bien sûr. Si vous voulez, une démocratie, elle repose sur un socle commun qui est celui de la vérité, des faits. Quand on est dans une démocratie, on peut se disputer sur l'interprétation, sur des sensibilités différentes par rapport à des événements. Mais les faits, on doit avoir un socle commun pour les donner comme tels, les accepter comme tels. Ce que je trouve très dangereux avec ce groupe Bolloré, ces médias Bolloré, c'est que à différents endroits, ils sont là pour tordre les faits. Donc il y a une dimension complotiste, il y a une dimension du mensonge très organisée, qui fait que finalement, pour les spectateurs, les auditeurs ou les lecteurs de ces médias, il y a tout d'un coup un monde, une alter-vérité, comme on disait, comme on a dit avec Donald Trump à une certaine post-vérité. Voilà, donc c'est une autre vérité qui, finalement, elle est tellement répétée qu'elle finit par devenir la vérité. Et donc c'est en ça que les fondements d'une démocratie sont menacés, sont ébranlés. C'est pas moi qui l'ai inventé. Si on lit les textes anciens d'Hannah Arendt qui disait qu'une dictature commence là où la population, les citoyens ne savent plus distinguer le vrai du faux. Et donc, à partir de là, c'est vrai que si vous suivez, par exemple, pendant 24 heures des médias Bolloré, vous aurez une vision de la réalité qui n'est pas complètement fausse, bien sûr, mais qui est tellement biaisée, tellement tronquée. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le groupe Bolloré est aussi offensif contre le service public, en disant que oui, mais enfin, ils ne sont pas plus tordus, entre guillemets, que le service public qui, lui, est de parti pris de l'autre côté. Allez, c'est l'heure de votre carte blanche, Éric Fotorino, une tradition ici dans Au cœur de l'info. Vous avez voulu revoir une photo d'Albert Camus, du temps où il était éditorialiste à la revue Combat, qu'on voit ici à l'antenne. Pourquoi évoquer, dans le cadre de notre discussion par rapport à tout ce qui s'est passé cette semaine chez Grasset, ce souvenir d'Albert Camus ? Alors, Camus, il avait cette particularité d'être à la fois un journaliste et un écrivain. Il a été un... Comme vous ? Oui, je ne me compare pas à Camus. Mais donc, il a écrit notamment dans la presse, dans l'Alger républicain, des reportages inoubliables sur la misère en Kabylie, par exemple. Et au moment de la guerre, il a pris part à cette aventure de presse qui était Combat. Donc je voulais à la fois rappeler cette mémoire, parce que ce mot combat, c'est le mot d'aujourd'hui. Je pense que tous les journaux devraient s'appeler Combat aujourd'hui. Puisqu'il y a vraiment un danger, face à un danger, il ne faut pas seulement résister, il faut combattre. Et Camus a incarné ça. Et dans son discours de Stockholm en 1957, du prix Nobel, il dit « Ma génération ne va pas refaire le monde, mais elle va essayer de faire en sorte qu'il ne se défasse pas. » Et c'est vrai qu'à travers ce journal, il a essayé d'y contribuer. Et il ajoutait aussi, il a quitté Combat plus tard, et il a quitté Combat puisqu'il y avait besoin de capitaux. Et il a dit, les capitaux, c'est toujours la servitude, et moi, je ne veux pas servir. Et donc, je pense que c'est ça, le message de Camus, c'est qu'on pourrait relier à celui de la Boétie sur le discours de la servitude volontaire. Refusez de servir et vous voilà libre. Moi, ce que je demande à tous mes confrères, à tous ceux qui ont un pouvoir justement de transmettre des connaissances et de l'information, de nous rendre libres, c'est-à-dire de contester le mensonge partout où il est.
Vous évoquiez à travers Albert Camus à l'instant l'Algérie. Le départ d'Olivier Nora intervient un mois environ après le transfert justement de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal de Gallimard, maison à laquelle donc vous appartenez, vers Grasset justement. Gallimard, on le sait, l'avait énormément soutenu durant toute sa détention en Algérie. Boualem Sansal était, et toujours peut-être, votre ami. Vous étiez membre en tout cas du comité de soutien à Boualem Sansal pour sa libération. Quelle lecture est-ce que vous donnez à ce transfert, justement, à la lumière de ce qu'on est en train de vivre cette semaine? Et quel lien, est-ce qu'il y a un lien d'ailleurs avec Olivier Nora? Il y a probablement un lien. Moi, je n'ai pas été dans les discussions, mais je trouve que l'affaire Sansal, au-delà de ce que ça me fait personnellement, puisqu'en effet, ça a été un ami pendant plus de 20 ans. Et je ne dis pas qu'il ne l'est plus, parce que je n'ai pas eu l'occasion de lui parler, mais je ne le reconnais plus. En tout cas, ce n'est pas l'homme que j'ai connu. Je ne parle pas du physique. Donc, j'ai eu le sentiment qu'on lui avait retourné la tête, dans le sens où... mais c'est quand même très instructif sur les pratiques, justement, de l'extrême droite. C'est comment on réécrit une réalité. C'est-à-dire qu'il a été très bien défendu par Gallimard, par les avocats. Ils ont changé d'avocat, ils ont eu plusieurs modes de défense parce qu'il fallait le sortir de là. Et après, ses nouveaux amis lui ont expliqué que Gallimard s'y était très mal pris. Et lui... Donc, c'était qui les nouveaux amis, en clair? Comment? C'est des responsables de l'extrême droite. On voit bien, vous l'avez vu à la une du JDD avec Philippe de Villiers ce week-end. Et c'est ses amis de la revue politique et parlementaire qui ont eu un comité aussi international. Il y a eu 2 comités en fait de soutien à Boualem Sansal. Moi, je faisais partie de celui évidemment avec Antoine Gallimard. Mais ce que je veux dire, c'est que Boualem Sansal a été probablement l'instrument de cette bataille idéologique, on pourrait dire même l'idiot utile, entre Bolloré et Gallimard. C'est-à-dire qu'ils sont allés le débaucher, il n'y a pas d'autre mot. Je crois même que l'ancien président Sarkozy a joué un rôle dans cette affaire. Ils sont allés le chercher et d'une certaine manière, pour moi, ils en ont fait la figure du traître. Et je pense que c'est très grave parce que quand on perd son âme, après, c'est difficile de la retrouver. Merci beaucoup Éric Fotorino d'avoir réagi ce soir sur notre antenne par rapport à tout ce qui s'est passé chez Grasset, édition Grasset cette semaine. Merci encore. Cet entretien est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Et c'est la fin d'Au cœur de l'info. Merci à vous tous de votre fidélité. Dans un instant, vous retrouverez Raphaël Kahn pour Le Monde dans tous ses états. Très belle soirée à vous tous sur notre antenne.